bonsoir à tous, bienvenue et merci d'être là. Pour la présentation, vous avez compris, de mon livre qui s'appelle « Le défi de la libre pensée ». Avec un... Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien. Si, très bien. Face aux dogmes et aux illusions. Alors, ce soir, j'ai la chance d'être interviewé par Didier Djali, un ami que vous connaissez peut-être, qui intervient très souvent sur LCI, qui est un des meilleurs spécialistes de l'Iran en France. Et donc, juste après la présentation, que je ferai relativement courte, il y aura un débat. Et d'abord, Didier va me poser quelques questions. Ensuite, il y aura un débat avec vous dans la salle. C'est important parce que pour que la parole circule. Donc moi-même, je ne vais pas parler très longtemps. Et ensuite, quand vous prendrez la parole, quand vous poserez les questions, on essaye que les questions se limitent à 3 minutes. Et pour des réponses aussi pas trop longues, la parole doit circuler pour que chacun puisse dire ce qu'il a à dire. Enfin, tout le monde n'est pas obligé de parler, mais tous ceux qui veulent parler puissent le faire. Voilà. Alors, il faut dire que nous avons également ce soir plusieurs représentants d'une organisation kabyle d'opposants au régime algérien, au gouvernement algérien actuel. Donc, vous voyez, entre l'opposant à l'Iran qui est à côté de moi, au régime iranien, oui, pas à l'Iran, mais au régime, bien sûr, parce que vous savez qu'en Iran, surtout en Iran, la population est largement, très largement majoritaire contre le gouvernement des mollahs. Et donc les représentants de l'association kabyle, voilà, pour l'indépendance de la Kabylie. Je le prononce bien, c'est le nom exact. Voilà. Alors, avec ces experts, nous aurons un débat animé. Et j'espère que vous en sortirez un petit peu plus pour aider la réflexion, parce que les libres penseurs fonctionnent beaucoup grâce au débat. Au débat, voilà, plutôt que d'une parole qui vous soit offerte, mais vraiment, la parole doit circuler. Alors, venons-en au livre. Pardon ? Cette circulaire est importante. Oui. Alors, venons-en au livre lui-même. Alors, il suffit de lire la table des matières et vous verrez combien la liste des sujets qui sont abordés est longue. Dans le sens où c'est le XXIe siècle qui est problématique et on va voir tout ce qui est possible de passer en revue. Ce soir, en tout cas, on va donner quelques exemples, parce que dans le livre, vous en verrez beaucoup, beaucoup plus nombreux que ça. Alors, les libres penseurs, qui sont des héritiers du siècle des Lumières, et bien sûr de la Révolution française, du siècle des Lumières du XVIIIe siècle, et ensuite de la Révolution française. Alors, quels étaient les premiers libres penseurs? C'est au milieu du XIXe siècle, des gens qui étaient des personnalités très connues, comme Victor Hugo, Auguste Blanqui, comme Émile Zola, comme Jean Jaurès, comme Anatole France, comme Louise Michel. Bon, les femmes n'étaient pas très nombreuses dans ces années-là, en politique et en philosophie, mais Louise Michel était très active. Et beaucoup d'autres libres penseurs, qui ont lutté, en fait, ils ont lutté très efficacement pour apporter la laïcité. C'est ce qu'ils ont réussi d'ailleurs, avec quand même une grande satisfaction, puisque la loi de 1905 a été vraiment installée en France, et maintenant dans la Constitution, et les libres penseurs ont été les principaux acteurs de cette loi. Ensuite, on entendra malheureusement moins parler des libres penseurs, c'est-à-dire au début du XXe siècle en fait.
Au début du XXe siècle, tout simplement parce que les deux guerres mondiales, la Première Guerre mondiale et la Deuxième, où ils n'avaient plus trop la parole et où il y a eu tout un fonctionnement guerrier, dogmatique, que vous connaissez bien, malheureusement. Et le XXe siècle s'est un peu endormi chez les libres penseurs. Peut-être par le confort, tout simplement, qu'il y a eu, peut-être aussi avec le mouvement de mai 68, parce que les 68 arts n'étaient pas très éloignés des libres penseurs, mais ils avaient leur propre dynamique et qui était un petit peu à côté, en tout cas sans référence directe avec la libre pensée. Et maintenant, on se retrouve au XXe siècle et le mouvement, au XXIe siècle, le mouvement repart et le mouvement, est aux premières lignes dans toute cette situation ô combien complexe et dramatique, puisqu'il y a des guerres, puisqu'il y a il y a des tensions, il y a de la violence qui est omniprésente. Donc, c'est un nouveau défi, c'est un nouveau dilemme qui s'installe et où les libres penseurs aimeraient bien amener justement le débat public. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... qu'est-ce que l'on peut apporter, hein? Ils ont d'abord apporté une meilleure justice sociale au début du XXe siècle, la chute des religions, une meilleure liberté d'expression. La liberté d'expression était devenue quand même très large. Et cette diminution de la violence a été tout de même très réelle. Hein. Il faut les chiffres, le meilleur paramètre pour mesurer la violence, c'est les statistiques sur les homicides. Et les statistiques sur les homicides sont très parlants. En 30 ans, le nombre d'homicides a été divisé par plus que 2. Alors que maintenant, les chiffres repartent à la hausse. Il y a eu une courbe descendante, assez rapidement descendante, qui s'est stabilisée aux alentours de 2015, comme par hasard, au moment des attentats que vous connaissez, qui est resté stable et qui maintenant a tendance à une remontée, une légère remontée, qui n'est pas énorme, mais une légère remontée. Ça, c'est au niveau des homicides. Au niveau des agressions, et la violence est quand même, il faut le reconnaître, omniprésente. Alors, comment aborder tous ces grands problèmes actuels? Il s'ajoute des dangers comme la remontée des impérialismes. On voit d'ailleurs peut-être que ce soir, on aura Alexandre Mennik qui avait prévu de venir. Je ne sais pas s'il sera disponible, parce qu'il intervient aussi comme Didier sur LCI, Alexandre Mennik étant spécialiste de la Russie. Et ce soir, il y a à nouveau des événements en Russie qui vont être commentés, donc s'il les commente, il a peut-être été appelé en urgence, je ne sais pas. Voilà, donc ces impérialismes dont je parlais, ça apporte des guerres, après avoir, pendant plus de 70 ans, 80 ans bientôt, une période de paix en Europe occidentale. À nouveau, la guerre est à nos portes. On voit qu'en Ukraine, il y a des centaines de milliers de victimes, peut-être 1 million, certains disent. Donc ces dangers sont réels. L'arme atomique n'a pas été utilisée, mais le gouvernement russe en parle aujourd'hui. Donc tout cela est un dilemme pour nous, les Européens, qui sommes attachés à la non-violence. Les libres penseurs étaient par définition non-violents. Par définition, c'était vraiment une victoire que de pouvoir diminuer
l'armement, que de pouvoir relâcher notre effort de défense, et puis brusquement les choses se modifient. Brusquement, la guerre en Ukraine, et pas seulement la guerre en Ukraine, mais la guerre en Ukraine repose des questions fondamentales. Alors, il y a également l'intégrisme religieux. Comme je le disais, les libres penseurs ont été très actifs dans la laïcité, donc ils ont réussi vraiment quelque chose d'assez fantastique, puisque la religion catholique a été contrainte de lâcher l'emprise qu'elle avait sur la société au XXe siècle, avec succès, pas complet. Il y a encore des transgressions, on peut dire. Il y a tout simplement encore des hommes politiques qui ne jouent pas tellement le jeu d'une vraie laïcité et qui sont plus à l'écoute des religieux que des non-religieux. Pourtant, en France, sachez que il y a plus, même maintenant, de 63% des Français qui sont en dehors des religions. 63% qui se divisent presque en deux groupes, l'un agnostique et les athées, donc presque avec une trentaine de pourcents chacun. Et ces non-religieux ont très peu la parole, qu'à voir à la télévision, dans les journaux. Il y a des tribunes, les religieux s'expriment. Les religieux n'arrêtent pas de dire qu'il y a le retour du religieux, mais le retour du religieux, il n'existe pas du tout en France, ni en Europe occidentale. C'est constamment une augmentation des non-religieux en nombre. Hein. Alors, il y a une chute dans ce constat. Hein, il y a une chute de la religion catholique, qui maintenant est inférieure à 30%, et il y a une augmentation régulière de l'islam, qui doit tourner entre 8-10% environ des Français. Cette augmentation des musulmans n'est pas en elle si dramatique que ça, dans la mesure où ils acceptent les règles de la République française et de la laïcité. Et on voit malheureusement, vous voyez autant que moi, l'islamisme radical qui marque des points. Il y a eu environ 300 morts en France depuis 2015, à la suite de différents attentats. Et donc, pour résoudre cette question de l'augmentation d'une des religions, c'est que peut-être la laïcité était bien adaptée à la religion catholique, peut-être qu'elle l'est un peu moins à la religion musulmane. Donc les libres penseurs sont là pour les premiers, pour essayer de conserver et de développer la neutralité sur les lieux publics, la neutralité dans les gouvernements, dans tous les ministères. Cette neutralité est impérative. Et pourtant, il y a l'infiltration qui existe. Donc là, nous devons être hyper vigilants et nous devons voir tous ensemble comment faire évoluer le système pour qu'on conserve notre sécurité, pour qu'on conserve notre liberté d'expression. Un exemple pour la liberté d'expression. Hein, le blasphème est autorisé par la loi. Charlie Hebdo en est le symbole du blasphème, hein, puisqu'ils n'arrêtent pas de blasphémer et ils font des dessins, des caricatures de Charlie Hebdo qui sont connues. Et ils ont bien sûr subi l'attentat que vous connaissez, mais non seulement ils ont subi l'attentat, mais que maintenant, donc on n'en a pas tiré les leçons, que presque une dizaine d'années après cet attentat, on voit combien les journalistes sont hésitants quand il y a un blasphème. Ils se disent finalement ils l'ont peut-être cherché ce qui leur arrive. Donc il n'y a vraiment pas une défense de la laïcité quand on entend ça. Charlie Hebdo, c'est vraiment un progrès pour les laïcs, quoi. Puisqu'on peut se moquer des idées. Toutes les idées sont
discutable, on peut plaisanter avec ça, on peut faire des caricatures. Les personnes, il faut éviter bien sûr de les agresser, mais par contre les idées, par contre les dogmes, et ça les dogmes, les libres penseurs sont complètement opposés aux dogmes. D'ailleurs, chez Libre Penseurs, il y a, dans notre association, qui s'appelle Libre Penseurs du monde francophone, dans cette association, nous faisons tous les mois ce qu'on appelle un adogma, donc un débat public. Comme dans notre association, il y a des gens qui se trouvent en Californie, au Québec, en Égypte et bien sûr en France. Donc nous faisons ces débats par visioconférence avec Zoom. Et si vous êtes intéressé, vous nous laissez vos mails et vous recevrez les invitations et le lien pour y venir. Donc ces débats sont fondamentaux. Alors toujours au XXe siècle, il y a d'autres problèmes, il n'y a pas simplement cela, il n'y a pas simplement le prosélytisme d'une religion très active et qui augmente, il y a des mouvements populistes aussi, dangereux. Nous avons par exemple le Trumpisme, qui est un vrai danger. Autant le gouvernement américain est désordonné, qui dit tout et son contraire 24 heures plus tard, qui risque d'apporter des conflits importants aux États-Unis. C'est ce qui est en train de monter. Il y a vraiment une communauté contre l'autre. Et vous avez vu l'attaque du Congrès juste à la fin de la présence de Trump au gouvernement précédent, et qui est dangereuse. C'est vraiment un assaut qui a été fait contre les institutions américaines. Donc, on voit combien les Occidentaux sont en danger à cause de ces mouvements populisme. Alors, nos outils, je l'ai dit, sont inchangés, c'est-à-dire le débat public, l'information. Nous, ce que l'on conseille et ce que l'on conseille vivement, c'est d'éviter de croire qu'il est hautement préférable d'être rationnel, de tester ces idées, et tant qu'elles n'ont pas été prouvées, eh ben on reste sceptique. On reste sceptique comme les sceptiques grecs. Ce scepticisme était bien utile, puisqu'il remet en question certaines certitudes, certains dogmes. D'ailleurs, puisque je parle de la philosophie grecque est vraiment un élément important pour les libres penseurs, l'humanisme du XVIIIe, mais aussi l'humanisme grec. Alors, je parlais de la situation internationale, il y a encore quelque chose à dire, quelque chose peut-être qu'on ne voit pas encore beaucoup, mais j'en parle aussi dans le livre, vous verrez si vous êtes d'accord ou pas, on pourra en discuter. Il y a ce que j'appelle l'hostilité du Grand Sud global. Alors, ce Grand Sud global, certains le soutiennent, certaines personnes soutiennent ce Grand Sud global, qui est quand même beaucoup animé par Poutine et par l'Iran, par le gouvernement iranien, pas par l'Iran, mais par le gouvernement iranien. Et ce Grand Sud global, malheureusement, il va de l'Amérique du Sud jusqu'à l'Asie. Ce Grand Sud global monte en puissance, il est assez représenté à l'ONU. Nos amis kabyles, ils pourront peut-être en parler tout à l'heure, mais et ce Grand Sud global, en Afrique, moi je l'ai vécu, et s'il y a des gens qui sont allés en Afrique ces 2-3 dernières années, ils voient l'Afrique occidentale, combien l'hostilité anti-occidentale est en marche. D'ailleurs, le Sahel, qui est le premier concerné, le Sahel et un peu le Maghreb, bien sûr, l'Algérie. Et le Sahel est d'ailleurs devenu franchement hostile. Donc,
c'est une grande surface. Ces pays du Sahel, ça représente, c'est pas rien, ils sont près de la France. On traverse la Méditerranée, on est au Maghreb et on n'est pas loin du Sahel. Donc ce grand sud global, ça pose aussi un problème. Pour nous aussi, pour ceux qui viennent voyager, parce que souvent les libres penseurs d'ailleurs sont des grands voyageurs, hein, pas mal de nos amis le sont, parce que c'est des amoureux de la liberté, les libres penseurs, hein, c'est avant tout des amoureux de la liberté. Donc ces amoureux de la liberté, bah, ils se trouvent de plus en plus, avec des limites. Ils ne peuvent pas aller partout où ils souhaitent. Ça aussi, c'est un nouveau défi. Hein. On ne peut pas rester comme ça en ignorant cela. Hein. Alors, il y a également des dogmes qui sont, dont on entend parler beaucoup dans l'actualité, le wokisme, le post-colonialisme. Le wokisme qui, par certains côtés, représente des excès, je dirais, ils reprennent, il y a une partie de la morale religieuse qui, il faut le savoir, qui est reprise dans le wokisme. Que ce soit le puritanisme, que ce soit un certain nombre d'éléments, et même, je veux dire, on parle du racisme. Le racisme a quand même vraiment beaucoup diminué en France. Moi, je l'ai vu quand j'étais enfant, il y a quand même longtemps de ça. Le racisme était assez fort. Heureusement, en 50, 60 ans, le racisme a beaucoup diminué en France. On ne peut pas dire qu'il a disparu, mais il a beaucoup diminué. Mais les wokistes jouent sur ce racisme, et pas toujours d'une façon très claire. Je l'ai dit, il y a la liberté d'expression donc qui est menacée. Voilà, je confirme que nous sommes toujours Charlie, sans ambiguïté, et que nous revendiquons le blasphème. C'est fondamental. C'est pour cela que les libres penseurs doivent revenir au premier plan de l'actualité. Et c'est pas facile de communiquer sur ce sujet, les non-religieux étant les grands absents. Il faut que nous fassions entendre. Donc, voilà pour la présentation que je voulais courte ce soir, je ne voulais pas vous endormir. Hein. Maintenant, on va passer la parole à Didier Djadi, donc, qui va poser quelques questions, et je vais répondre. Et juste après, vous aurez la parole. Hein. Ne vous inquiétez pas, elle va venir très vite. Bien, allô, ça va? Oui, on sait. Bien, mais bonsoir à vous toutes et tous, et merci d'être là pour justement découvrir les idées et la pensée dans cet ouvrage que je l'ai lu entièrement. Donc je suis Didier Djadi, comme ça a été présenté également là. Je suis sociologue universitaire. Et donc également, je suis sur un certain nombre de plateaux télévisés sur l'expertise du Moyen-Orient ou du régime iranien. Alors, ce qui m'intéresse bien évidemment, c'est l'idée même. Libre pensée, la libre pensée. Moi qui viens d'un pays là où il y a le totalitarisme islamique au pouvoir, et que moi-même j'étais toujours victime de cette barbarie islamiste au pouvoir en Iran. Donc ce qui m'a animé toujours, c'était justement la liberté au sens au large, et y compris la liberté dans le domaine de la pensée. Il faut que notre pensée soit libre de toute contrainte. Cela n'est pas toujours facile, mais c'est un apprentissage, c'est une éducation. Et donc c'est pour cela, là où on est, ici maintenant en France, on a besoin également, même si on le sait, heureusement que la France est une république laïque, mais il y a toujours des menaces, il y a toujours des risques,
Donc, le domaine de la culture et de l'éducation sur la base, justement, que ce soit la laïcité ou d'autres valeurs, cela, ça compte énormément. Ce n'est pas acquis d'une manière permanente, non. Tout ce qui est acquis peut être un jour fragilisé et voire anéanti. Donc, gardons à l'esprit qu'effectivement, les valeurs telles que la laïcité, comme ça a été évoqué par Gérard, eh bien, c'est une question permanente qui doit être toujours au centre de notre réflexion. Alors, merci Gérard pour ton exposé, n'est-ce pas? Alors, quand je l'ai lu, bien évidemment, l'ouvrage... Les questions sont revenues. Voilà. Donc, effectivement, j'aimerais te poser la question, la première des questions, même si cela a été présent dans ton intervention, mais pour avoir une idée bien précise. Selon toi, quand on parle effectivement de la libre pensée, et tu évoques dans ton ouvrage des valeurs, ou des éléments qui nous permettent de définir la libre pensée. Alors, est-ce que tu veux bien, d'une manière très synthétique, nous dire quels sont les grands principes, les grandes valeurs qui constituent justement la libre pensée? Oui, alors, c'est vrai, je parle très souvent, par exemple, d'émancipation. Hein, ça, c'est un mot qui revient assez constamment. L'émancipation, comment nous libérer des conditionnements divers que nous... Moi, je suis psychologue, hein, et je l'ai éprouvé toute ma vie, aussi bien avec des patients qu'avec moi-même, parce que j'étais en analyse suffisamment de temps pour remettre en question ces conditionnements, et ces conditionnements sont nombreux. Alors, quand on parle d'émancipation, d'ailleurs, on fait vous savez que le mot s'émanciper, c'est dans le code pénal, code civil, où les jeunes, à partir de, je pense, 16 ou 16 ans, peuvent être émancipés, c'est-à-dire trouver leur autonomie et ne plus dépendre des parents. Hein. Donc cette émancipation qui a un sens dans l'utilisation faite dans le livre est plus large encore, puisque c'est pas seulement à l'adolescence ou à la fin de l'adolescence qu'on s'émancipe, c'est toute notre vie. Comment trouver la liberté malgré... moi, j'étais d'une famille catholique. Hein, j'ai eu à 8 ans le catéchisme. Bon, si ça n'a pas été dramatique, si j'ai pas été abusé, j'ai eu de la chance. Hein. Pas abusé sexuellement, mais mentalement, oui, hein, quand même. Hein. Dans le sens où il répétait toujours les mêmes phrases, etc. Donc il y avait vraiment quelque chose d'un conditionnement. Donc l'émancipation, c'est un long une trajectoire de trouver de la liberté. Moi, je suis un amoureux de la liberté, donc c'est une attention de tous les instants de se dire, attention là, est-ce que ça, c'est vraiment comme ça je dois le faire? Est-ce que c'est une bonne éthique? Est-ce que c'est une bonne morale? Est-ce que c'est... et non pas ce qu'on m'a enseigné. Hein. Il faut des faits, est-ce que je vais faire du bien, du mal? Est-ce que ça va être dangereux pour les autres? D'ailleurs, puisque Didier demandait les valeurs, il y en a une qui me semble assez fondamentale, que vous allez retrouver dans le livre, c'est la non-nuisance à autrui. Alors ça, c'est nouveau pour les libres penseurs, cette non-nuisance à autrui, parce que c'est un concept, je veux dire, plus contemporain. Et au XXIe siècle, début du XXIe siècle, il y a un certain nombre de philosophes qui ont souligné cette non-nuisance à autrui comme un concept assez fondamental. Hein, non-nuisance à autrui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tout à l'heure, je l'ai dit, la violence, quand même, d'éviter au maximum la violence, comment les valeurs caduques doivent être combattues, hein, comment cette violence, comment la barbarie, comment le puritanisme aussi, vous savez, dans les conditionnements de l'enfant, le puritanisme, la sexualité est ô combien réprimée, et ça ne va pas de soi hein, pour de s'en sortir facilement.
La répression est encore pire chez les petites filles que chez les garçons, qui pourtant est déjà pas mal. Comme Saint Paul, un homme, une femme pour la vie. Hein. Bon, voilà. Donc, on peut dire que il y a une valeur nouvelle maintenant qu'il faut ajouter, alors là qui est complètement 21e siècle, c'est la sobriété écologique. Sobriété écologique, on en touche tous la nécessité, parce qu'il ne s'agit pas de détruire notre environnement. Donc c'est une valeur intéressante. Et en plus, les jeunes sont extrêmement concernés par ça, plus que nous, les plus vieux. Les jeunes se posent beaucoup de questions sur... Donc voilà, c'est quelque chose d'assez fondamental. J'en oublie d'autres. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore? Par exemple, tu as évoqué le rationalisme, et tu as évoqué oui, voilà. Ça, c'est un logique, oui. également l'humanisme. Oui, bien sûr. L'humanisme, j'ai dit au tout départ, l'humanisme que nous connaissons en France, notamment surtout à partir du XVIIIe siècle. Et on est tous des descendants de cet humanisme du XVIIIe siècle. Et c'est un élément culturel fondamental, cet humanisme, qui est toujours à mettre au contemporain et adapté à la vie du XXIe siècle, qui n'est pas tout à fait la même que celle du XIXe siècle, même si les libres penseurs du XIXe siècle ont fait un travail considérable. D'accord. Deuxième question, mais en tout, il y aura 3 questions. Allez, pour être clair. Deuxième question, en lisant ton ouvrage, tu évoques effectivement l'aspect, le dogme. Pourquoi la pensée libre doit toujours rester vigilant par rapport à des mécanismes dogmatiques et doit lutter contre le dogme? Où est le mal quand on parle du dogme? Alors, à ton avis? Oui. C'est une question complexe d'ailleurs, philosophique et complexe. Par les exemples, hein, on va prendre la religion catholique. Moi, c'est celle-là que je connais le mieux, hein, donc on va en parler. Où la Bible, puis ensuite les évangiles, ont été écrits, les évangiles, il y a plus de 2000 ans maintenant, 2000 ans environ, et où tout est écrit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des gens, d'il y a 20 siècles, ont écrit tout ce que vous devez faire, sans connaître d'ailleurs l'évolution, parce qu'à ce moment-là, il y avait quand même il y avait une violence assez terrible dans la population. Donc il y avait des mesures à ce moment-là qui pouvaient se comprendre. Et puis il y avait beaucoup de fausseté. On n'arrêtait pas de raconter des salades sur les miracles, etc. Donc tout était codifié, tout était appris par cœur. Moi, quand j'étais petit garçon, je croyais en un Dieu. Maintenant, j'y crois plus du tout. Je croyais en un Dieu et ça me paraissait intéressant. Par contre, ce qui me semblait pas du tout intéressant, c'était qu'on répète toujours la même chose, au moins à l'école communale, l'école de la République. On apprenait des choses, il y avait beaucoup à apprendre, il y avait de quoi faire, et puis là, au catéchisme, on répétait toujours la même chose. Donc, cette répétition de ce que l'on doit, ces règles, ce dogme étaient extrêmement envahissants. Hein. Et il y en a eu d'autres au XXe siècle. Il y a eu bien sûr le marxisme. Moi-même, j'ai été quand j'avais 17 ans, je pense, 17-18 ans, je me souviens avoir acheté le petit livre rouge de Mao Tse-tung. Hein. Ça aussi, c'était un dogme. Hein. C'était complètement dogmatique. Il vous disait exactement ce que vous devez faire du début à la fin. Là, je suis méfiant. Hein. Pour un amoureux de la liberté, qu'on me dise quelqu'un en Chine me dise exactement ce que je dois faire sur toute
de toute ma vie, j'appréciais pas trop. Bon, je l'ai lu, pendant un an ou deux, j'étais assez hésitant. Et puis est venu, je vous le dis entre nous, hein, est venu mai 68. Et mai 68, ça m'a ouvert les yeux, et que je me suis dit plus jamais de religion, plus jamais d'un dogme politique. Hein, ça, et je crois que, je tiens bien, et je le pense de plus en plus nécessaire, en fait. Donc, oui, le dogme, toutes ces idées construites, écrites, articulées pour qu'ils disent tout ce que vous devez faire sans intelligence, sans réflexion. La réflexion est fondamentale pour notre équilibre mental. Et notre liberté en est à la clé de cette réflexion. Voilà. Est-ce que j'ai répondu sur le dogme? Tout à fait. Et donc, en fait, je veux vous dire que le dogme nous enferme, qui crée un mécanisme d'interdit dans la réflexion humaine. Et donc, ça nous empêche de réfléchir, tout simplement, de penser au sens philosophique du terme, là. De rester dans le dogme, on est tranquille, c'est pas la peine de chercher ailleurs, là. Et donc, c'est un mécanisme fondamental pour toute une religion, là. Les religions sont basées sur les dogmes. Dogme éternel, donc divin, etc. Alors, justement, en t'écoutant, je me suis posé la question, est-ce que les libres penseurs, ils sont tous des athées, ou on peut y avoir également des libres penseurs qui ont, un fond un peu religieux? Oui, bonne question encore. Hein, au XIXe siècle, les non-religieux étaient fort peu nombreux. Hein. En France, ça devait être 92 ou 93% de la population qui était religieuse. Chez les non-religieux et chez les libres penseurs, il y avait quand même des gens agnostiques, qui doutaient. Il y avait quelques athées notoires, et puis il y avait des gens qui croyaient, qui étaient, je dirais, libéraux. Hein. Donc les libres penseurs n'ont jamais été impératifs par rapport à la spiritualité. Il y en a qui ont besoin de penser que dans le ciel il y a quelqu'un. Bon. Mais par contre, là où on est très vigilant, c'est la méthode de réflexion, la rationalité, la réflexion qui n'est pas a priori, c'est-à-dire qui n'est pas définie à l'avance, qui évolue, qui s'adapte aux solutions, c'est-à-dire tous ces problèmes auxquels on est confronté là en ce moment au XXIe siècle. Moi, j'ai pas. On a tous, comment dire, des réponses qui peuvent varier dans notre association. On n'est pas du tout sur le même, ni tous dans les mêmes partis politiques. Il n'y en a pas d'ailleurs tellement qui sont dans les partis politiques, mais en tout cas, il y a des nuances politiques assez nettes. Et donc, voilà. Voilà. Est-ce que ça peut répondre à ce que... on va écouter maintenant Sotsi, notre ami. Alors, Zidane maintenant, qui est donc un opposant algérien au gouvernement algérien, et donc voilà, Kabyle notoire, hein, qui défend, qui aimerait, qui souhaite l'indépendance de la Kabylie et qui connaît bien toutes les questions du Maghreb. Et donc son association, d'ailleurs, moi je l'ai vu, il m'a montré, sont intervenus à l'ONU il n'y a pas longtemps, l'année dernière, je pense. Chaque année, pratiquement. Chaque année, voilà. Donc ils sont intervenus, ils ont une certaine audience, hein. C'est bien, c'est très bien. Hein. Et en Kabylie, moi je sais que j'ai eu un certain nombre de rencontres, que ce soit en taxi ou ailleurs, des gens, des Kabyles qui me disent, bah oui, nous on subit ce qui se passe en Algérie. Donc
Voilà. Effectivement. Après la parole. Merci Gérard, merci Didier. Donc j'ai bien aimé votre livre. C'est un livre qui traite un peu tous les sujets d'actualité, surtout des peuples opprimés comme le mien, le peuple kabyle, et aussi comme l'Iran, le peuple de Didier. Effectivement, donc nous, en tant que Kabyles, déjà militants d'abord pour les droits de l'homme, pour la liberté, la libération, la liberté et l'émancipation du peuple kabyle, qui est un peuple à part entière, donc il a son propre territoire, et il est quand même constitué de 12 millions d'habitants. Il a sa propre langue, sa propre identité, ses propres traditions, il a tout ce qu'il faut pour devenir une nation à part entière. Et loin, et sachant que vous avez aussi parlé du choc des civilisations, donc nous estimons aussi, en tant que militants indépendantistes de la Kabylie, que entre la Kabylie et l'Algérie, il y a effectivement un choc de civilisation. Donc beaucoup de gens vont ici être un peu surpris, parce que beaucoup ne connaissent pas beaucoup la Kabylie, le peuple kabyle, ou ne connaissent pas beaucoup l'Algérie. Donc ils la connaissent comme étant une ancienne colonie. Il y a une forme de culpabilité qui s'est installée. Mais nous, on va dire, en tant que peuple kabyle, ça c'est la parole du peuple kabyle, la France est sortie de la Kabylie, il est remplacé par le colonialisme algérien. Voilà, donc ça c'est juste pour situer un petit peu comme quoi, pourquoi nous, en tant que Kabyles, en tant que moi personnellement, et un certain nombre de militants de Kabylie ici sont intéressés par le livre de Gérard, parce qu'il traite toutes ces questions en profondeur. Donc j'ai néanmoins quelques questions que j'ai préparées, Gérard. Donc vous avez parlé donc dans votre ouvrage beaucoup des enjeux des nouvelles technologies numériques, communication. Donc vous avez évoqué qu'il y a des risques d'addiction à la violence, il y a aussi des fake news, la propagation des fake news, des informations non validées, non vérifiées. Moi, j'ai quelques réserves par rapport à ça, parce que pour nous, les réseaux sociaux, c'est un peu une bouffée d'oxygène pour nous. On n'a pas le droit aux masses médias du régime algérien. Donc on est interdit à la radio, on est interdit à la télévision. Donc s'il n'y avait pas ces réseaux sociaux, je pense qu'on aura un grand problème de liberté d'expression. Peut-être notre voix est étouffée. Si nous avons pu, d'une façon ou d'une autre, déstabiliser le régime algérien, c'est parce que nous avons accès à ces réseaux sociaux. Donc je veux ton point de vue par rapport à ça, Gérard. Oui, effectivement, d'ailleurs, on se parle sur les réseaux sociaux, qui sont beaucoup dénigrés quand même, les réseaux sociaux, mais pourtant qui ont quand même vraiment leur raison d'être. C'est vrai qu'il y a de tout, mais avant, quand les gens parlaient au café, c'est pareil aussi, on disait n'importe quoi, etc. Par contre, ce qu'il faut se méfier, c'est les fake news, les fausses informations. Alors là, les fausses informations sont quand même très négatives. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vérifier quand même ce que vous voyez, ce que vous lisez. Vous savez, dans les médias, et de plus en plus, il y a un service pour vérifier les informations. Les informations, ils arrivent toute la journée, et donc il y a un service dans les quotidiens, surtout les quotidiens d'ailleurs, mais les magazines aussi, pour tout vérifier ce qu'ils reçoivent comme informations, lesquelles sont bonnes, lesquelles ne sont pas bonnes. Et il y en a un certain nombre, et vous savez que donc ces fake news, ils sont produites en nombre, c'est-à-dire que il y a des pirates, il y a des services entiers. S'il y a des informaticiens ici, ils peuvent nous dire un peu comment ils sont organisés, mais souvent russes d'ailleurs, pas seulement, mais qui sont en Russie, qui sont, je sais pas, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, et qui apportent des fausses informations. Donc, le premier
réflexe, ça doit être quand même la méfiance. Hein. Il faut rester sceptique devant une information, surtout si elle vous paraît un peu incroyable. Ou, croyez pas n'importe quoi. Par contre, les échanges d'idées, dès l'instant que ça se fait, comme ici, je ne sais pas si vous remarquez, mais dans notre association, les échanges que nous avons internationaux, ils sont très, je dirais, cordiaux, même chaleureux, quoi, fraternels. On est suffisamment comment dire, prévenu de savoir que la violence est dangereuse pour écouter, prendre le temps d'écouter les gens et de ne pas s'injurier à longueur de journée. Donc sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Ceux que vous repérez comme qui injurient ou qui ont des paroles violentes, ben, vous les évitez, hein, vous pouvez les bloquer, etc. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux en dire? On est assez présent, notre association est assez présente sur Facebook en particulier. C'est un peu plus difficile sur X d'être présent, enfin, parce que bon, mais voilà, ils ont tout à fait leur rôle. Est-ce que Zidane, j'ai répondu à ta question? Effectivement. Bon, je pense qu'on donne la parole. Je continue. Oui. Et donc, deuxième question. Aussi, vous avez parlé donc de ces tensions internationales, hein, de la Russie, le Sud global, au Moyen-Orient, la Chine, Taïwan et tout ça. Vous dites que ces tensions menacent les espaces de liberté, voilà, que nous avons acquis jusqu'à présent. Déjà, la question, est-ce que, parce que pour moi, ces tensions, même s'ils sont un peu regrettables, ils n'ont pas atteint encore le seuil critique pour aller à l'irréparable. Est-ce que ne pensez-vous pas que ces questions sont passagères? Et aussi, ne pensez-vous pas que ces tensions sont le fruit de la mondialisation, dont tout le monde, pratiquement, dont nous-mêmes, on profite, parce que s'il n'y avait pas cette mondialisation, peut-être on ne serait pas là, ici en France, dans un pays du monde libre, pour prendre la parole et défendre notre cause. Donc je pense que probablement les tensions internationales sont probablement inévitables, mais ne vont pas probablement atteindre le seuil de l'irréparable. Mais je pense qu'il faut justement militer pour plus de mondialisation, parce que là, il reste tout de même, je pense, une chance, une opportunité pour les peuples opprimés, donc de pouvoir profiter des autres expériences du monde libre. Ben oui. Moi je suis assez d'accord avec ça, j'espère que les tensions, moi je suis toujours optimiste, donc que les tensions actuelles vont diminuer, hein, j'en suis pas sûr, mais j'espère que ces guerres vont pas avoir lieu, hein, et que nous avons notre rôle à jouer pour nous faire entendre. C'est ce que nous faisons ce soir à notre petite échelle, mais et que ces tensions et que alors la mondialisation, je pose la question mondialisation, c'est un phénomène naturel, quoi, c'est-à-dire que les gens voyagent vraiment beaucoup et c'est bien que nous puissions aller là où nous voulons sur la Terre. Hein. Il ne faut pas rester simplement chez nous, et que ça peut se faire d'une façon plus sereine. Ça se faisait d'ailleurs d'une façon plus sereine, et les choses se tendent là depuis peu de temps. Voilà, voilà pour ces questions. Maintenant, on va vous passer la parole. On a un micro ici. Si vous voulez... Alors, chaque question... Ouais. Si on peut remettre un petit peu de lumière, et vous passez la parole, en essayant de ne pas dépasser 3 minutes à chaque fois. À la limite, vous pourrez prendre plusieurs fois la parole, s'il n'y a pas d'autres candidats, mais pour que la parole tourne, il faut que la parole ne soit pas trop longue. Donc 3 minutes, c'est ce que nous faisons chez les Libres Penseurs. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Alain Taborin.
vous avez évoqué plusieurs fois la rationalité. Vous savez que c'est un grand débat sur le plan scientifique, puisque actuellement, beaucoup de scientifiques américains sont sur le point de venir quémander, ou bien pas quémander, mais demander à des grandes universités françaises d'être accueillis. Pourquoi? Parce qu'effectivement, M. Trump n'apprécie pas certains scientifiques qui, selon lui, débordent le spectre de réflexion. Alors, quand on connaît un petit peu M. Trump, je n'ai pas cette prétention, mais on peut quand même douter qu'il y a quelque chose qui n'est pas très logique. J'ai la chance, à travers l'Académie d'agriculture de France, où je suis agronome, de parler de ces sujets, de ces journalistes, justement, qui tiennent en éveil tout le monde, justement, pour dire dans quel système on va. Il se trouve que l'agriculture française est remarquable et que beaucoup la reconnaissent comme telle. Donc l'exemple que l'on a eu, nous, en France, eh ben, il est peut-être à transmettre un peu ailleurs, justement, dans le dialogue public-privé, où effectivement, beaucoup ont reconnu dernièrement qu'on a cette grande chance. Alors ça fait bien sûr des anxieux, des envieux. Il est temps de réagir, et je voudrais savoir justement ce que vous pensez sur la réflexion de l'écologie. Vous avez évoqué l'écologie. Vous savez qu'il existe une écologie politique, il existe une écologie scientifique. Bon, alors donc, je ne veux pas parler pour l'Académie de l'agriculture de France, mais c'est quand même un lieu où il y a beaucoup d'échanges, et des échanges intéressants. Donc ma question c'est, est-ce que vous pensez vraiment que la rationalité a toute sa place, et rien que sa place, ou est-ce qu'au contraire, vous avez des experts dans le milieu médical ou ailleurs qui font, voilà, qui disent n'importe quoi et qui ne se révèlent pas être des scientifiques? Voilà. Oui, il y a toujours des gens qui disent n'importe quoi. Heureusement, dans le milieu scientifique, ils sont plus rares, dans le sens où ils ont quand même une déontologie, une façon de penser, où ils testent, où ils font des essais, et ils s'inspirent des résultats qu'ils multiplient. Et cette rationalité, à mon avis, est encore plus présente chez les scientifiques. Et ils ont bien raison. Même dans le milieu médical, alors, puisque vous parlez de l'écologie, dans l'écologie, je l'ai dit, bon, il faut prendre conscience qu'il y a un certain nombre d'informations parfois qui sont excessives et d'autres qui sont tout à fait prouvées et que l'on n'arrête pas de souligner. Donc il faut s'en inspirer pour, je ne sais pas, que ce soit pour des nouvelles formes d'énergie, que ce soit pour comment fait-on dans l'agriculture. Moi, c'est un domaine que je ne connais pas bien, l'agriculture, mais c'est pareil. Alors, vous avez soulevé aussi la question de ces scientifiques qui arriveraient peut-être. Hein. Alors ça, c'est bien pour l'Europe. Hein. S'il y a des scientifiques américains qui se sentent plus en sécurité ici, ils ont bien raison. Hein. Qu'ils viennent nombreux. Hein. Et même aux États-Unis, hein, là encore, on parle du retour du religieux. Alors, les Américains, ils n'arrêtent pas de parler de ça. Mais le retour du religieux, même aux États-Unis, où on parle beaucoup des Trump en particulier, même paraît-il qu'il n'est même pas religieux, qu'il n'a même jamais fréquenté les églises, mais quand même, il s'est mis du côté des religieux parce que, tout simplement parce que il y a la transcendance qui l'intéresse en fait, hein, la verticalité, vous savez, plutôt que l'immanence horizontale, la verticalité, ça l'intéresse parce que lui, il se sent au-dessus. Donc, même aux États-Unis, ce retour du religieux, il n'est pas si, comment dire, dans les faits, les athées sont de plus en plus nombreux. Hein. Nous, on a des contacts aux États-Unis avec des athées. Ils sont moins nombreux qu'en France, certes, environ la moitié en proportion.
mais il y a 20-30 ans, ils étaient encore beaucoup moins nombreux. C'est-à-dire qu'il y a quand même une évolution du nombre des athées aux États-Unis. Et ça, c'est bien. Hein. Donc, cette rationalité, elle doit exister à tous les niveaux, c'est-à-dire scientifique, des prises de position, des décisions, surtout de toutes les décisions. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des décisions sans avoir un minimum de rationalité, de logique, hein, tout simplement, et qu'il faut se méfier on croit que les croyances... Chez les enfants, il y a un exemple qu'on donne, c'est chez les psys, vous voyez, vous êtes dans un groupe, vous marchez, vous faites de la randonnée, il y en a un qui crie « Attention, il y a un serpent ». Il y en a, et tout le monde se sauve sans l'avoir vu. Bon, oui, mais il faut très vite quand même vérifier ce qu'il vous a dit pour que vous sachiez la prochaine fois s'il raconte des histoires ou pas. Donc la croyance en elle-même, c'est-à-dire je crois comme ça, sans savoir, méfiez-vous. Méfiez-vous. J'ai répondu. Merci beaucoup. Ouais. Juste, vous me permettez un élément complémentaire par rapport à ce qui a été évoqué. Comme vous le savez, effectivement, on qualifie les Français comme des gens carrés. Qu'est-ce qu'on entend par cela? On dit qu'effectivement, ce sont des Français qui sont des cartésiens. Donc, le rationalisme de Descartes. Comme on le sait, au XIXe siècle, donc, mais également au XXe siècle, il y avait toute une série de critiques concernant le rationalisme. On a évoqué le rationalisme froid ou techniciste, c'est-à-dire ce rationaliste qui a été capable d'engendrer l'industrie, les sciences, etc., etc. Et après, on arrive effectivement à des moments de guerre mondiale, la première et la deuxième. Et donc, effectivement, un certain nombre des gens ont commencé à rejeter le rationalisme et ce qu'on appelle le post-rationalisme, le post-modernisme. Alors donc, effectivement, ils sont allés trop loin pour valoriser à nouveau la question religieuse, pour dire qu'effectivement, eh bien, le rationalisme, on met de côté, et désormais, on va vers les valeurs religieuses. Tandis que non, ce n'était pas cela qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, d'autres penseurs ont dit, certes, on peut identifier des éléments critiques concernant le rationalisme donc, du XVIIe, XVIIIe siècle, mais le rationalisme également doit avoir son âme. Son âme, c'est quoi? Ce sont des valeurs. Des valeurs, c'est-à-dire, si effectivement on dit c'est le machinisme, et dans ce cas-là, on peut aller vers le nazisme, avec sa capacité, disons, des techniques, technicistes, etc., et aller vers le massacre donc, des hommes et des femmes. Mais quand on dit la technique, la science, et donc le rationalisme, a également des valeurs. Et les valeurs, telles que ça a été évoqué ici, la liberté, l'émancipation, l'humanisme, etc., etc. Et dans ce cas-là, on est bien protégé par un rationalisme intelligent, accompagné d'un certain nombre de valeurs. Oui, juste un mot avant de passer là. Juste un mot, Didier parle de rationalisme froid. Alors, ça me fait penser, donc, je l'ai dit d'une autre façon, mais nous pouvons être très chaleureux. Je veux dire que c'est pas parce qu'on est rationnel qu'on doit être agressif, etc. Donc, être chaleureux, être fraternel, c'est vraiment une qualité. C'est vraiment une valeur. Voilà. Donc, rationnel, oui. Froid, pas du tout. Souriant. Ah ouais. Oui, madame. Bonjour, merci pour votre intervention. Micro. Gauche, on n'entend rien. Voilà. Ça doit. C'est bon. Bon. Entre les mythes fondateurs de la franc-maçonnerie et des francs-maçonneries, quel cheminement pour l'expression du libre penseur lorsque dans le rituel
il peut être amené à voir, ou lui-même, dans sa pratique, à jurer sur la Bible, et la Bible, les évangiles, ou le Coran, puisque ça ne se faisait pas au XIXe siècle, mais ça s'est fait au XXe, à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. Quel cheminement le libre penseur peut avoir dans cette forme de ritualisation, et quelle place en partant des mythes fondateurs communs? Oui, oui. Alors là, vous abordez la question des francs-maçons. Hein. Les francs-maçons... des libres penseurs, oui, oui. Dans la pratique. Ce qui est pas le cheminement. Oui, oui. Mais libre penseur, c'est pas synonyme de franc-maçonnerie. Hein. Attention. Non, non. Hein. Mais attention. on peut être libre penseur et franc-maçon, c'est pas interdit. Absolument, absolument. Et même, ils sont pas si rares. Voilà. J'ai des amis qui sont francs-maçons. Moi-même, je le fus. J'en ai eu une expérience, pas très longue. Je vais vous dire, là, je suis à l'aise pour en parler parce que je ne le suis plus du tout. J'ai repris ma liberté complète. Hein. Je suis pas en vacances. Je travaille plus de midi à minuit. Hein. Donc, je suis complètement à l'aise là-dedans. Il y a des gens qui cherchent la fraternité, ça c'est bien, hein, chez Livre Penseur, chercher la fraternité, c'est toujours bien. Il y a des obédiences qui sont plus ou moins intéressantes, hein, parce qu'il y a encore tellement de loges, par exemple, qui n'admettent pas les femmes. Combien de loges? Je ne vous dis pas, hein. Il faudrait faire des statistiques, mais même s'ils ont l'autorisation du grand maître, ah oui, mais chez nous, dans notre loge, on travaille mieux quand il n'y a pas de femmes. Bon. Eh bien, et les rituels. Alors les rituels, moi, ça va bien un peu. Quand on les apprend, c'est comme quand on va au catéchisme un peu. Quand on les apprend, c'est rigolo. Quand on les répète 1000 fois, ça devient encombrant. Hein. On rentre dans une obsessionnalité, moi je trouve, qui n'est pas vraiment utile. Hein. Mais la fraternité, oui. Alors, donc, libre penseur, ce n'est pas synonyme de franc-maçon. Ça, c'est très clair. Et je pense qu'il y en a, au XIXe siècle, je pense qu'il y avait plus de francs-maçons dans ce milieu-là. Surtout au début du XXe. Maintenant, il y en a quand même moins. Voilà, mais autrement, alors ça dépend des obédiences. Je pense que les obédiences mixtes sont quand même plus sympas. GLMF, etc. Même au Géo, il devient un petit peu. Il y en a toujours, il y a des obédiences qui sont franchement religieuses. Hein. Oui, comme vous dites, ils jurent sur la Bible et tout. Hein, c'est... Bon, voilà. J'ai répondu ou pas Pas sur le fait, vous m'avez pas répondu sur comment on peut vivre quelque chose. La libre pensée, elle est vécue pour être libre. Oui. Vous voyez. Oui. Et vous m'avez pas répondu sur Ils sont pas très. Est-ce que pour un libre penseur, finalement, plancher en loge, ça veut dire quelque part, à travers l'obligation de passer par le rituel, ça veut dire accepter déjà de vendre quelque part une partie de son libre arbitre, soit de sa liberté de penser, de plus être un libre penseur. C'est la question. Ouais. Indirectement, ça a une influence. Surtout avec le Coran, qui a une vision Oumma et pas une vision. Vous voyez, c'est quand même, vous faites un rituel sur des grands écarts. Il n'y a pas tellement de musulmans chez Libre Penseur. Ouais, il n'y a pas tellement de. Je pense qu'il y a plus de ex-musulmans, par exemple, chez les libres penseurs, hein, que chez les francs-maçons, où ils ne sont pas très présents. Hein, parce que c'est vrai qu'ils s'encombrent un peu moins de rituels. Hein. Qu'est-ce que je peux. Moi, c'est surtout les. Alors, sur les planches, là, vous posez la question des planches. Moi, j'en ai fait un certain nombre de planches. J'en ai écouté aussi un certain nombre. Hein. Eh bien, moi, je trouve qu'ils sont très généralistes. Forcément, puisque les loges
ne sont pas spécialisés sur un domaine de réflexion. Donc, ils font des planches un peu générales, comme ça, pendant une demi-heure, et puis, merci, voilà. Bon, ceci dit, les francs-maçons, sachez-le, hein, je l'ai entendu chez beaucoup de francs-maçons, et c'est vrai, quand on fait des statistiques, c'est des gens qui sont un peu sols. Quand on leur demande, en termes psychologiques, pourquoi ils sont là, parce qu'ils sont seuls. Et en franc-maçonnerie, ils ont des frères et des sœurs, souvent l'un ou l'autre. Donc la solitude amène, à mon avis, c'est un des moteurs principaux des francs-maçons. Il y en a qui vous diront non, mais il y a des statistiques qui ont été là-dessus. Voilà. Voilà. Madame. Oui, bonjour, Emmanuel Berger. Donc moi je voulais ajouter un petit point, tous les francs-maçons, il y a des obédiences qui sont absolument laïques et on ne jure pas sur la Bible. Voilà, aux droits humains par exemple. Je sais bien. Alors effectivement le Grand Orient est devenu mixte par hasard, ce n'est pas tout à fait un hasard, mais bon. Mais toutes les loges au Grand Orient ne le sont pas, effectivement. Ouais. Et chacun s'autorise que de soi-même, hein, comme dirait Jacques Lacan par exemple. Oui. Pas une référence pour la franc-maçonnerie, mais pas loin, la langue. Ni pour beaucoup de psys d'ailleurs. Oui. Hein. Mais après, ça peut en être une aussi, parce qu'il a ouvert quand même au langage, une autre lecture de l'inconscient. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Et on peut ajouter qu'il y a beaucoup d'obédiences aussi qui sont totalement nouveaux et totalement en dehors de l'épure des obédiences classiques, la quinzaine d'obédiences qui existait il y a 10-15 ans. Il y a une profusion incroyable d'obédiences qui sont créées et qui ne sont pas forcément reconnues. Enfin, c'est dans la presse, ça, c'est pas un scoop. Hein. C'est incroyable de voir combien il y a de jeunes, au fond, qui recherchent effectivement une écoute. Et ce que vous dites est tout à fait réel. Hein. Il y a bien un milieu de solitude qui fait qu'à un moment donné, on est bien content de se retrouver. Mais ce qui est très curieux, c'est cette prolifération d'obédience à droite et à gauche. Oui, c'est vrai que le Grand Orient est quand même laïque, ça c'est vrai. Ça, on ne peut pas leur retirer ça. Il y a par contre un point commun avec toutes les obédiences, c'est le prix des cotisations. Hein. Je ne sais pas combien vous payez par an, mais... Sous prétexte d'augmentation de salaire, on vous fait payer encore plus. Oui, exactement. Vous ne recevez rien, c'est vous qui payez. Exactement. C'est plusieurs centaines d'euros, je ne sais pas combien c'est. C'est 400, 500 maintenant peut-être. Hein. Je les ai quittés comme vous. Ouais. Au début, je me dis, est-ce que j'y retournerai un jour? Maintenant, je sais que j'y retournerai pas. Hein. Ça, c'est clair. Mais enfin, bon, il y a pas mal d'amis chez Libre Penseur qui le sont et qui sont des gens fantastiques. Hein, donc, bon. C'est pas nous, mais c'est une partie. D'autres questions, messieurs, dames? Oui, d'abord, une première, pensez-vous que l'école émancipe réellement notre jeunesse? Et notre école, l'école de la République, pensez-vous que vraiment elle émancipe notre jeunesse? Est-ce que, parce que justement, il n'y a pas ce grand vide, on est les écartés, les libres penseurs, les athées, les agnostiques, c'est les grands oubliés de ce que nous vivons actuellement. Et ne pensez-vous pas que l'Europe, qui veut revenir vers ses valeurs chrétiennes, n'est pas une réponse à cette montée de l'islam, qui, eux, sont vraiment dans un projet de conquête? Parce qu'il faut avoir grandi avec eux, connaître les projets des frères musulmans, pour comprendre qu'effectivement, en chaque musulman, il y a cette petite idée que la planète finira croyante, musulmane. Ça, il faut que tout le monde le sache. Il n'y a pas un seul musulman sur cette terre, aussi modéré soit-il, qui n'ait pas cette idée en tête. Donc, oui. Est-ce que la montée du christianisme ne serait pas vue comme étant une réponse? Voilà, moi, ce que je vois que même aux États-Unis, moi, je l'interprète à ma façon, à ma petite connaissance à moi, comme étant aussi une grande réponse à cet islam qui est vraiment une gangrène et qui veut être présent partout. Et oui, on sait de quoi on parle.
on a vécu, on a failli, et donc on connaît réellement les véritables projets de... C'est un projet politique, hein. C'est pas juste un projet d'une religion qu'on va vivre tranquillement, chez soi, en voulant vivre tranquillement sa vie, vivre tranquillement sa spiritualité. Ils ne sont pas dans ça. Voilà. Et l'audience, il trouve de l'écoute partout. Il ne faut pas se dire que le musulman lambda n'est pas forcément d'accord avec ces grands projets. Parce que c'est ce qu'on met, c'est ce que vous disiez vous, à longueur de journée, il y a un lavage de cerveau. Voilà, c'est comme ça doit être comme ça, l'humanité doit finir comme ça, la planète doit finir comme ça. Donc notre religion doit vaincre d'une façon ou d'une autre. Oui, oui. Alors, je vais dire quelques mots, puis après je laisse mes amis, parce qu'ils vont répondre mieux que moi pour ces questions de l'islam qu'ils connaissent plus directement. Hein. C'est sûr que vous avez, le tout début, vous avez commencé à parler des écoles de la République. Là, juste un mot là-dessus. Je pense que ce sont quand même les meilleures écoles, voilà. Même si c'est pas merveilleux, même si y a pas mal de dérapages, etc. Elles sont vraiment assez hautement préférables. Moi, j'y suis toujours allé, hein. Ma fille aussi, mes petits-fils, ils y sont. Les écoles religieuses, c'est quand même assez terrible. Pardon, même les écoles soi-disant laïques, je vous promets que ça dépend. Ouais. Dans le milieu professionnel, il devient de plus en plus permissif. J'y suis dedans, donc je vois beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont... Qui passent, et pour ne pas faire de trop de vagues. Voilà. C'est pas parfait, voilà. C'est pas parfait, mais c'est ce qu'on a de mieux, mais c'est pas parfait. Et puis sur l'islam, je vais laisser parler mes deux amis, s'ils veulent bien, s'ils ont quelque chose à dire, allez-y. Hein, alors, je vous ai écouté, donc pour être clair, moi je suis né dans une famille musulmane, mais tendance chiite, car vous savez, dans l'islam il y a deux grosses tendances. La majorité ce sont des sunnites, et puis la minorité ce sont des chiites. Donc en Iran c'est principalement des chiites. Mais à l'âge de 16 ans, 17 ans, je suis devenu athée. Donc j'ai rejeté la religion et tout ce qui était avec le bon Dieu, Allah, le Coran et la religion. Et pour moi, c'était un moment de libération. Et ce que je souhaite pour moi-même, ou je l'ai souhaité, je le souhaite pour l'humanité entière. C'est mon avis. Moi, je suis un libre penseur, je suis un laïc et je suis un athée. Et je suis un universitaire également. Je sais de quoi je parle. Y compris le Coran, je l'ai lu entièrement. Ça fait partie de mes études en tant que sociologue du religieux. Et donc, effectivement, ça, je l'ai lu entièrement. Et beaucoup de gens qui parlent du Coran ne connaissent rien. Rien. C'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi je l'ai quitté, tout simplement, c'est parce qu'il y a un totalitarisme, tout simplement. C'est-à-dire, quand on est dedans, eh bien là, il faut rester dans ces mécanismes dominés par le bon Dieu et donc par la religion elle-même. Donc, si vous voulez, la libre pensée dans l'islam, impossible. La laïcité dans l'islam, impossible. Mais par contre, les musulmans, des citoyens, oui, il y a beaucoup de citoyens dans le monde qui ne sont pas des islamistes, c'est-à-dire vraiment des gens très fidèles au Coran, mais avec une certaine, si vous voulez, tendance, disons, de sécularisation ou de la laïcisation dans la vie, si vous voulez, là. Il y a beaucoup de musulmans dans le monde qui sont des gens, comme nous tous, pour la paix, etc. Mais le mal, à mon avis, est dans la religion. Et donc, si vous voulez, par rapport à cette question-là, quand vous avez évoqué, avec la tendance des frères musulmans et tout ça, y compris le régime iranien, c'est une barbarie, bien évidemment, c'est une honte.
pour l'humanité entière. Un pays avec une grande histoire, une grande civilisation telle que l'ancien Perse, etc. Et on a été envahi il y a 1400 années par l'islam, l'invasion islamique, et ensuite, depuis 46 ans, par des islamistes qui sont au cœur du pouvoir. Là. C'est une peste. C'est le même mécanisme, si vous voulez, du totalitarisme. Ce que vous voyez dans le nazisme, dans le stalinisme, c'est également pareil. Ça, je l'ai expliqué dans mes écrits également. Là. Alors donc, vous avez évoqué la conquête. Oui, bien évidemment, ils veulent. Car ici, la France est considérée comme le territoire du coffre, du mécréant. Donc, effectivement, tout cela, il faut que ça soit renversé. Et par des mécanismes sournois, petites démarches, des grandes démarches, politiques, quartiers, associations, etc. Tout est bon pour pénétrer dans la société et pour, si vous voulez, provoquer de la crise, si vous voulez. Là. Alors donc, quand vous avez dit, tout simplement, pour finir, face à la montée donc de l'islamisme en France, là, qui est une réalité, peut-être il faut aller vers le renforcement donc, du christianisme, c'est-à-dire effectivement faire face à l'islamisme par le christianisme. Moi, je reste fidèle à ma philosophie ici, la libre pensée. Donc, effectivement, notre salut, ce n'est pas dans le christianisme. Non, moi j'ai dit, c'est peut-être ce qui peut expliquer oui. le retour. Ah, d'accord. Le retour, mais en même temps, si vous voulez, comme ça a été évoqué par Gérard, quand même, il y a en France... Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Dans les 60% des Français disent on est sans Dieu, sans religion. Et donc, ils sont athées. Mais moi, je ne parle pas que de la France, je parle à peu près un petit peu de l'Europe. Quand on regarde un petit peu l'Europe de l'Est, avec certaines valeurs contre l'avortement, on le voit aussi aux États-Unis, on voit beaucoup de lois qui sont comme ça, très très religieuses, qui reviennent en force. C'est un petit peu, je me dis, c'est un retour pour dire que le religieux, nous aussi, on est là, on est présent, on ne se laisse pas envahir. Si vous voulez, pardonnez-moi, avec une dernière phrase là. Nous sommes en France, donc la connaissance de l'Europe, c'est un vaste domaine, n'est-ce pas? Ce que nous connaissons ici en France là, nous avons besoin de la laïcité, c'est-à-dire toujours faire face à des tentatives religieuses qui cherchent effectivement à nous gouverner là. Donc, heureusement qu'on a de la laïcité là. Et l'islam ne peut pas reconnaître, ne peut pas être d'accord. Je parle de la religion, mais il y a des musulmans qui sont pour la laïcité. Mais la religion elle-même, non. Et que par conséquent ici, le renforcement de la République dépend à la fois de la laïcité, qui doit être travaillée sans arrêt, y compris dans les écoles, car moi je suis disons, du monde universitaire là. Mesdames et messieurs, la difficulté, je l'ai, car je suis en France depuis, enfin la deuxième période que je suis en France, depuis 83, je suis en France, donc exilé politique. Eh bien, depuis 37 ans que j'enseigne à l'université française, là, au CNAM, etc., etc. Je l'ai vu de près que les enseignants n'osent pas défendre les grandes valeurs telles que la laïcité et la lutte contre l'islamisme. C'est un des défauts dans notre République. Oui, donc effectivement, c'est un gros sujet, je pense, pas une seule intervention pour expliquer un petit peu l'islam, la religion de l'islam. Donc nous, on connaît bien parce que, pareil, hein, moi-même, je suis né donc, en Algérie, en Kabylie, et je suis supposé être un musulman par défaut, voilà, alors que je ne pratique pas, hein, je n'ai jamais pratiqué, hein, dès ma naissance. Et puis, l'une des raisons, l'un des grands problèmes donc, en Algérie ou en Kabylie, c'est la religion musulmane. Beaucoup confondent en fait entre islamisme, donc l'islam politique, et l'islam tout court. Et il n'y a pas d'islam modéré. Donc, et le problème donc, de la religion musulmane, c'est une religion
qui est aliéné. Donc nous, on est supposé, donc, nous sommes donc des peuples amazirs, peuple kabyle, peuple berbère. À un moment donné, donc avant l'invasion des Arabes au 7e siècle, la Kabylie a été païenne, juive, chrétienne, agnostique, elle est laïque, mais dès l'invasion des Arabes au 7e siècle, et depuis toujours, en fait, avant l'invasion des Arabes, il y a eu pratiquement beaucoup d'invasions. Donc il y a eu les Romains qui sont passés, les Phéniciens, les Vandales, les Espagnols, les Français, mais pendant ces invasions, il n'y a pas eu, donc notre identité est restée telle qu'elle. Donc il n'y a pas eu, bon, il y a peut-être une invasion économique, commerciale, de peuplement, mais il n'y a jamais eu atteinte à l'identité elle-même. Or, donc le seul problème que nous vivons, c'est que l'invasion des Arabes, donc par ricochet, l'invasion musulmane, et ça va de pair, hein, donc il n'y a pas d'Arabes sans l'islam, il n'y a pas d'islam sans Arabes. Donc si vous êtes musulman, vous êtes automatiquement arabe, donc votre identité, vous oubliez votre identité. Voilà, donc c'est le problème majeur que nous combattons. Et il faut savoir aussi, donc comme Didier l'a dit, l'islam n'admet pas de laïcité. Parce que nous, dès le multipartisme en 1989 en Algérie, donc il y avait un rassemblement, un parti politique, Rassemblement pour la culture et la démocratie. En fait, là, il a ramené avec lui la laïcité et c'est devenu un blasphème, c'est devenu un péché. Et donc, toute la Kabylie, il a été combattu, il est considéré comme étant non-croyante parce qu'il croit à la laïcité. Donc, c'est juste un peu un résumé par rapport à tout ça pour voir un peu les dangers de l'islam et ce que vit la France, ce que vivra la France. Et si maintenant, cette chose n'est pas prise au sérieux, donc il y aura un grand danger voilà, donc, pour la France. Très bien. Bon, merci beaucoup. On était un petit peu long pour cette question et l'heure tourne vite. Hein. Donc, vous voyez que chez les libres penseurs, d'abord, je peux dire que les apostats sont nombreux et qu'ils sont les bienvenus, bien sûr. Bien sûr. Et je pense que c'est un progrès pour nous d'avoir justement ces apostats assez nombreux qui viennent chez nous. Une dernière question rapide et puis après on va s'arrêter et si vous avez besoin, si vous avez envie plutôt de lire le livre à la sortie, nous allons en vendre et je vous le dédicace si vous le voulez. Voilà. Bonjour. Encore juste j'ai lu le livre, j'ai trouvé génial et je trouve qu'il manquait. J'avais une petite question comme ça. Est-ce que ça serait une injure de vous demander sur quelle est votre place dans l'échiquier politique? Oui, dans l'échiquier politique, j'ai entendu, j'ai compris. Oui. Écoutez, moi je suis. Marie et Jean-Luc. Oui. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, mais chez les libres penseurs, on n'est pas dans la politique politicienne. Donc on est capable de faire synthèse et de dénoncer dès que quelqu'un dans les extrêmes fait trop de bêtises, et ça on le dénonce bien sûr. Il n'y a pas tellement de gens dans les deux extrêmes chez les libres penseurs. Oui. On n'est pas dans la politique politicienne. Encore une question, rapidos. Oui. La question, monsieur, a été rapide, du coup je m'excuse, il se trouve que j'étais à une projection de Paris sur les réfugiés tibétains qui sont à New York, qui essayent de former une communauté. Et c'est un film passionnant sur la belle Diversity Plaza. Et justement, on voyait encore que ces Tibétains qui sont passés soit par le Népal, soit par l'Inde, sont encore très accrochés, entre guillemets, à leur rite bouddhiste. Donc, la religion bouddhiste, je veux dire, apparemment, vous n'aimez aucune religion, donc même les bouddhistes. Et sinon, j'avais une autre question, est-ce que les libres penseurs qui sont au gouvernement, députés ou sénateurs, est-ce qu'ils le déclarent, est-ce qu'ils forment un sous-groupe ou pas? Je sais que les francs-maçons le disent rarement, mais est-ce que les libres penseurs s'affichent
comme étant libre-penseurs quand ils ont été élus. Je sous-entendais tout à l'heure, on n'a pas suffisamment d'écho chez les élus. Ça, c'est très très clair. Il y en a des élus ou pas? Pas directement, non. Pas dans notre association, en tout cas. Hein. Il y a peut-être qui se cachent comme c'est. Le problème des élus, c'est qu'ils ils pensent à tort. Ils pensent à tort que les religieux sont très nombreux en France et ils vont dans le sens du poil. Ils savent pas, ils oublient que les non-religieux sont majoritaires. Ça, c'est quelque chose de complètement inexplicable. Voilà. Quant à la religion bouddhiste, bon, elle est moins dangereuse que certaines, mais bon, j'aime pas trop quand même. Moi. Bien, j'espère que cela vous a intéressé. En tout cas, c'était une façon de vous parler des grandes lignes de la libre pensée que l'on a. Et ce livre, donc, il fait vraiment un tour d'horizon très large de tous les problèmes contemporains, de tous les problèmes aussi bien géopolitiques que nos problèmes psychologiques, que nos problèmes de la France. Donc il y a vraiment quelque chose d'un tour d'horizon très large. Et si vous voulez connaître les libres penseurs, donc je vous conseille de l'acheter et de le lire. Hein. Il est à 7 € en numérique et à 20 € en livre. Voilà. Et il nous en reste ce soir, si vous le voulez, à la sortie. Je vous conseille la lecture. Voilà, merci de votre attention et d'avoir participé activement. Oui, je crois que je suis un fidèle du patronage laïque Jules Vallès. Et sincèrement, c'est une des plus belles rencontres qu'on ait eues, puisqu'on avait des avis très variés, des uns et des autres, et que c'était très enrichissant, et qu'on a parlé, on va dire, avec bienveillance, et que on éclairait, je pense, tout le monde, et c'était rayonnant. J'ai beaucoup apprécié cette rencontre. Dommage qu'il n'y en ait pas assez, c'est vrai. On a quand même eu beaucoup de choses sur la laïcité, il n'y a pas si longtemps, avec notamment M. Mayol. Si vous voulez, ça manque. Et c'est vrai qu'il y a encore des progrès à faire sur la laïcité partout, y compris en France. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'être dans un pays où la laïcité est heureusement leader, pionnière. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, je pense qu'effectivement, c'était un bon moment de discussion entre les différentes personnes et surtout également entre les personnes qui partagent cette valeur qui est la libre pensée. Là. La libre pensée au sens véritablement de l'émancipation des grandes valeurs telles que la liberté, telles que l'égalité, telles que effectivement s'opposer au dogme, le dogme religieux, etc. Et moi, en tant qu'une personne d'origine iranienne, je pense que véritablement, ce qui est absolument indispensable pour tous les peuples du monde, c'est la question de la laïcité là. La laïcité, ce n'est pas seulement une valeur pour la France. La laïcité, c'est pour tout le monde. Pourquoi? C'est parce que la laïcité nous permet de repousser et de dire non à l'islamisme, par exemple, qui est dominant dans certains pays, et donc d'avoir un moment de liberté de penser autrement et autre chose également. Car dans les pays là où il y a le totalitarisme, tel que en Iran, et l'islam qui est également au pouvoir et donc est domination religieuse, véritablement ce sont des mécanismes qui sont contre à la fois la laïcité, mais contre l'émancipation donc des individus. Donc, tout simplement, je pense qu'effectivement, tous les peuples opprimés, car là, quand je dis opprimés au sens, effectivement, que leur pensée est dominée par des mécanismes religieux, par des mécanismes dogmatiques, et également par la dictature qui est là, eh bien, non à la dictature, non à l'islam et l'islamisme, et vive la liberté, et vive la laïcité pour
tous ces peuples-là pour qu'ils soient effectivement dans une situation d'émancipation. Nous avons le droit de vivre effectivement un monde libre. Et un monde libre dépendra de la volonté de chacun d'entre nous de vivre la pensée libre. Merci. J'ai assisté donc à cette conférence sur la libre pensée et pour moi c'est un courant qui est très intéressant, dont on parle beaucoup trop peu parce que les religions prennent énormément de place et on a l'impression que les laïcs, les athées, les agnostiques n'existent pas. Donc je trouve que c'était vraiment important de le souligner. C'est vraiment, je suis très contente d'être venue. Alors Gérard, bon, tu sais que je t'apprécie beaucoup. On parle souvent sur Facebook. Donc j'ai vu ta conférence. Bon, j'ai pas encore lu ton livre, je vais le lire. Tu me l'as dédicacé. Et bon, bah, t'étais très bien. Il y avait beaucoup d'idées. Bon, maintenant, je vais voir si tes idées se concrétisent dans ton livre. Tu sais, bon, je vais te critiquer en bien ou en mal. On verra bien. Quoi qu'il arrive, la critique est toujours bonne à recevoir dans les libres penseurs. Comme ça, j'aurai la libre pensée de savoir ce qui se passe dans ton livre. Voilà. Et je te souhaite au mieux une bonne santé. Allez, à bientôt. Oui, les libres penseurs et la libre pensée en général a de nombreux amis parmi justement des peuples qui sont soumis à la dictature ou aux théocraties. Donc c'est à nous de les aider, de les unir pour que l'Occident puisse comprendre combien l'hostilité qu'elle ressent actuellement, elle n'est pas unanime. C'est bien que il y a un autre son de cloche et que de nombreuses personnes se lèvent contre ces régimes théocratiques. Et voilà. Merci en tout cas d'avoir participé activement ce soir. Donc vous avez pu voir combien les liens étaient même chaleureux, même rationnels, et c'est important que l'on puisse travailler ensemble, nombreux. Hein.